Je te laisse peut-être débuter ou enfin, tu fais l'introduction ou bien pas, Nathalie, de ce côté-là. Alors, je peux faire l'introduction. Est-ce qu'on commence tout de suite? Nous avons, je regarde un petit peu la chatroom. Nous avons actuellement, ça lag un peu. Je sais pas si c'est chez moi. Voilà, nous avons une vingtaine de participants. Comme c'est enregistré, ceux qui ne peuvent pas être présents directement peuvent nous rejoindre, donc il n'y a pas de souci. Je remercie évidemment Catherine Tebela-Couchepin et Hervé Barras de la Haute École pédagogique du Valais de venir nous éclairer avec cet ancrage pédagogique qui nous est cher dans ces cafés sur les apports en fait de la Team Academy pour nos formations à nous qui normalement devons utiliser des formats un peu plus classiques. Je ne sais pas si aujourd'hui, en 2021, on ose parler de formation classique, vu que nous sommes toujours dans un enseignement à distance, et peut-être que la chance de cette année 2020-2021, ça a été de repenser nos modèles pédagogiques. Et puis, la Team Academy est un modèle qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Alors, je te passe la parole. Je ne sais pas, Hervé ou Catherine qui commence. Ok, alors on s'est réparti nos rôles avec Catherine. Je vais débuter. Je vous remercie toutes et tous, chers collègues, d'être là, de l'invitation également. Euh, comment dire, je vais vous partager mon écran, enfin une partie de mon écran seulement. Je sais qu'on peut faire des projections, mais comme j'ai qu'un seul écran, je vais faire quelque chose d'un peu plus simple que d'habitude parce qu'autrement je ne vois pas ce qui se passe sur Teams et puis j'ai l'impression de parler seul dans mon coin. Enfin, vous connaissez ça toutes et tous. Donc j'apprécie bien d'avoir vos caméras allumées, quand même voir vos réactions diverses et variées. Première chose, tant Catherine que moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive ici comme des spécialistes de la Team Academy, puisque en plus de ça, on a à peu près tous les spécialistes de la Team Academy, de la HESSO Valais-Valis qui sont là. Donc, on va parler sous leur experte conduite. Nous, on a plutôt observé le travail qui se fait en Team Academy. On a accompagné aussi le travail qui se fait en Team Academy avec certains promoteurs de Team Academy. Donc, évidemment, quand on parle de ce truc, de ce machin, ça peut faire peur, ça peut faire envie aussi. Je crois qu'avec Catherine, on est plus sur l'envie que la peur. On a l'impression aussi que c'est une réponse plutôt de filière qu'une réponse individuelle. Donc, comment basculer de cette question plutôt de filière vers une question individuelle dans son enseignement? C'est comme ça qu'on a organisé notre présentation aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait suite à des observations diverses et variées, à un travail et une réflexion à la fois de pédagogues et de psychologues et de didacticiennes sur le sujet. Donc, c'est l'idée de consolider le travail qui est fait dans le cadre de la Team Academy. Évidemment, ce travail de conception, c'est pas que Catherine et moi-même, bien au contraire, c'est l'ensemble des acteurs de la Team Academy de gestion, de Team Nursing également, avec qui on a beaucoup travaillé. Il y a un chapitre d'un excellent livre qui est en production actuellement. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Et donc, on se positionne comme des, non pas des experts, mais des observateurs externes. On a fait un petit peu, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à de l'anthropologie. On a été observer ces choses et aujourd'hui, on va vous en parler. Voilà quelques mots pour l'introduction par rapport au cadre général de cette discussion. Pour ce qui est des objectifs qu'on s'est fixés, l'idée c'est de définir les particularités de cette Team Academy avec notre regard, avec notre focale. Et puis on a vu deux éléments qui nous paraissaient pertinents aujourd'hui de discuter. C'est l'alternance, c'est un concept qui est vraiment fondamental, me semble-t-il, dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques. C'est vraiment une particularité dans l'enseignement supérieur suisse qui est propre aux hautes écoles spécialisées et aux hautes écoles pédagogiques, qu'on retrouvera nettement moins fort dans les hautes écoles universitaires ou polytechniques, on va dire ça comme ça. Donc, ça nous constitue, et puis je pense que tous autour de cet écran qui avons eu une pratique de l'enseignement supérieur en HES ou en HEP, on se retrouve beaucoup dans cette alternance. C'est pas toujours bien conceptualisé, et puis le positionner, ça va nous aider à comprendre ce qu'on fait et où se trouvent les choses, ces points d'inflexion qui sont intéressants, qui favorisent justement l'apprentissage de nos étudiants.
Un autre point qui nous a semblé important, c'était de définir les particularités notamment de l'interactivité et puis du collectif d'apprentissage, quelque chose qui apparaît très très fort dans la Team Academy, et puis on va le définir. Ce qui nous permet aussi de basculer aussi rapidement sur un élément qui nous paraît central aujourd'hui, que j'appelle les gabarits de l'enseignement, qui peuvent aider l'enseignant de manière individuelle dans sa pratique enseignante, dans l'interaction qu'il a avec les étudiants pour construire une expérience d'apprentissage riche auprès de nos étudiants. Finalement, on va garder du temps pour qu'on puisse discuter ensemble, pour que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez faire un retour aussi réflexif sur ce qu'on vous amène, comment est-ce que vous pourriez l'implémenter dans votre pratique. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça vous fait enrager ou je ne sais pas quoi encore? Enfin, quelles sont vos émotions et quelles sont vos envies finalement par rapport à ce qu'on va vous amener? Voilà en quelques mots les objectifs. On s'est réparti ces deux objectifs avec Catherine et je lui cède la parole tout de suite pour l'alternance. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Hervé pour cette introduction. Comme l'a dit Hervé, un des éléments qui nous paraissent très importants de thématiser aujourd'hui avec vous, c'est l'alternance. Et cette alternance, on va la regarder sous différents angles et puis surtout dans différentes formations. Et nous arrêter plus particulièrement sur les teams académiques qui sont actuellement en Valais et puis sur la formation HEP. Donc l'alternance, c'est vraiment un système de formation qui essaye d'articuler, de conjuguer, de mettre ensemble l'enseignement théorique, traditionnellement au sein du milieu d'études, et puis la pratique professionnelle qui s'acquiert traditionnellement au sein d'une entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une plus-value organisationnelle au système de formation et puis de thématiser quatre aspects qui ont été posés par différents chercheurs, parce que beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette alternance dans les milieux de formation. Et il y a quatre aspects qui les ont intéressés, notamment Mauban et Roger. Le rapport à l'existence humaine, cette idée de transmission d'une pratique professionnelle, mais aussi l'émancipation par rapport à cette tradition pour voir qu'est-ce que le jeune peut apporter. J'entendais Nathalie tout à l'heure qui disait les leaders de demain. Ben oui, donc du coup, il y a émancipation, il y a rapport à l'existence. Le rapport aussi au travail, pour former des jeunes qui soient intéressants sur le marché du travail, le rapport au savoir, bien entendu, en termes de contenu de formation, d'éléments théoriques pour éclairer la pratique, et le rapport au temps, l'organisation de la formation, comment est-ce qu'elle peut s'articuler sur une notion temporelle. Et puis, ces quatre aspects sont toujours en tension, parce qu'ils sont en tension entre ces deux milieux, entre séparation et puis articulation. Il y a des moments où on tend à les séparer, et puis d'autres où on se dit, tiens, il faut qu'on les articule, il faut qu'on les conjugue, il faut qu'on tisse des liens entre ces deux milieux. Donc du coup, on se frotte à cette dynamique aussi temporelle dans cette tension, une temporalité qui est liée à la productivité, parce qu'il y a la temporalité de la production d'une action professionnelle, mais aussi une temporalité liée à l'apprentissage, à ces notions de compétences qu'il faut acquérir, donc c'est une autre temporalité. Une troisième qui est aussi à prendre en compte, c'est le système de formation avec sa chronologie temporel et son temps sur 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et puis pour finir aussi une quatrième temporalité qui est plus liée à la personne, donc cette biographie de la personne par rapport à ses besoins, ses envies, ses compétences à acquérir ou manquantes. Donc par rapport à ça, on vous propose, Hervé, tu peux passer à la slide suivante, de thématiser cette alternance de plusieurs manières. Tout d'abord, le cursus classique. Dans un cursus classique, Hervé parlait tout à l'heure de milieu universitaire, souvent on a un milieu académique qui pose des bases théoriques et qui est succédé après par un milieu pratique où on met les étudiants en stage ou en activité. Et là, lorsqu'on parle de ça, donc vraiment ces deux temps qui sont différents, qui sont disjoints, on a une alternance qu'on va qualifier plus de juxtapositive. Donc on pose vraiment un temps
après l'autre. Lorsqu'on essaie de les rapprocher, c'est cette flèche rouge, mais comme il n'y a pas d'animation, hein, elle était censée apparaître en numéro 2. Donc en numéro 2, quelque chose d'un petit peu plus relié. On tend à relier le milieu pratique et le milieu académique en qualifiant cette alternance d'associative. Donc on va toujours distinguer ces deux milieux, ces deux espaces de formation. On va prendre en compte l'un par rapport à l'autre, mais on va très peu les articuler. Pourquoi? Parce que les acteurs seront différents, parce que les objectifs seront aussi différents, parce que les compétences visées seront probablement aussi différentes. Donc ça, c'est deux types d'alternance qu'on retrouve dans des milieux, dans des cursus plus classiques. Lorsqu'on regarde nos cursus, et Hervé, tu peux passer à la slide suivante, dans les HES et les HEP, on a essayé de modéliser une alternance beaucoup plus resserrée, c'est-à-dire qu'on va la qualifier d'intégrative, où on va collaborer de façon active pour plus de cohérence entre ces deux milieux, le milieu académique et le milieu pratique. On va essayer de les relier, de les faire résonner l'un par rapport à l'autre, en collaborant aussi par rapport aux deux personnes, enfin aux personnes, aux deux groupes de personnes qui portent ces espaces, en revenant sur des expériences réalisées dans le milieu pratique et en faisant aussi prendre chair en fait aux éléments théoriques pendant ces temps de pratique. Alors si on poursuit et on regarde avec plus d'attention, chose que l'on a faite avec nos collègues, notamment Sabine Cher, Étienne Dayer, Antoine Perruchou, Hervé et moi-même. Hervé, tu peux aller un petit peu plus loin. On a comparé cette alternance dans les trois formations qui nous ont intéressés, soit la formation HEP, la formation TA soins infirmiers et TA gestion. Qu'est-ce qu'on a constaté? Vous l'avez vu, hein, l'alternance, c'est vraiment cette idée d'articulation, de collaboration entre ces milieux de formation. Et pour la formation HEP, il y a une volonté et une qualification de cette alternance comme intégratrice. C'est un terme qui a été posé par mes collègues et notamment Daniel Périsset-Bagnou, où l'idée est d'imbriquer ces deux espaces de formation. On a pris la dynamique de ce mot, hein, avec ce tris derrière, pour essayer de casser cette juxtaposition et montrer qu'il y a une imbrication. Donc ces deux milieux sont distincts, certes, mais ils sont complémentaires. Et cette complémentarité, elle va être recherchée par les acteurs de ces deux espaces. C'est-à-dire qu'il y a des formations communes entre les responsables du milieu académique, soit les enseignants de l'institution, et ceux du milieu pratique, les enseignants du terrain qui reçoivent nos stagiaires. En plus, on va travailler autour d'un même référentiel de compétences où chacun va porter un regard, chaque acteur va porter un regard sur le développement des compétences de l'étudiant. Et par rapport à ça aussi, justement, toute l'évaluation qui va avoir lieu autour de des jeunes en formation va impliquer les acteurs du milieu académique, les acteurs du milieu pratique et aussi les acteurs du terrain, les employeurs, autour du développement des compétences de l'étudiant, du stagiaire, pour démontrer en fait son évolution et son acquisition des compétences. Donc on a vraiment une dynamique autour de cela, avec notamment aussi, pour relier ces espaces académiques et pratiques, la mise en place de cours qui vont aller rechercher des expériences réalisées en stage, qui vont aussi demander aux étudiants de construire des séquences d'enseignement qu'ils vont aller mettre en œuvre dans les stages. Donc, on va vraiment essayer de conjuguer ces deux espaces, disjoints mais complémentaires. Donc, vous voyez que la zone de contact entre les deux bulles, hein, milieu académique, milieu pratique, elle se rapproche et elle permet en fait cette conjugaison des deux espaces. Lorsqu'on regarde la TASI et TAG, hein, soins infirmiers et gestion, on pourrait qualifier cette alternance de projective parce qu'on va mélanger, il manque un N ici, je le vois maintenant, c'est pas mélanger mais c'est mélanger les temps, merci Hervé, les temps
et les lieux de formation. Donc, comme nous le disait tantôt Antoine Perruchou lorsqu'on travaillait sur cet article, il nous disait, mais nous, on a un même lieu, et dans ce lieu, on a des temps dévolus à la réflexion académique et des temps dévolus à la pratique, mais on va accélérer en fait ces espaces. Et le fait de les accélérer va donner l'impression ou l'illusion positive qu'ils sont quasiment les mêmes. Mais le fait que les team coachs soient là et qu'ils éveillent en fait les étudiants dans leur action concrètement, qu'ils leur amènent des liens, qu'ils leur donnent aussi des lectures qui puissent permettre d'éclairer ces gestes professionnels qu'ils posent, va vraiment donner ce mélange des temps et des lieux de formation. Ce qui est intéressant là dans ces deux Team Academy, c'est aussi l'espace d'évaluation qui est proposé, parce que là, à nouveau, comme pour le cursus HEP, il y aura tous les acteurs qui seront présents. Et en plus des acteurs porteurs du milieu académique et ceux porteurs du milieu pratique, eh bien, en TA gestion, il y a un rôle important qui est donné aux étudiants, aux pairs, dans cette fameuse évaluation 360, où ils vont regarder leur travail, qualifier leur travail, encourager aussi la personne qui présente ses compétences et qui les défend. Et là, je passe la parole à Hervé qui va justement thématiser cette notion de complémentarité entre les étudiants. Alors effectivement, une des particularités très fortes des Team Academy, c'est justement le team. Donc on travaille tout à coup en groupe et puis on sort de ce concept qu'on connaît malheureusement trop bien en enseignement, de la solitude. Je pense que toutes et tous, vous avez l'habitude d'enseigner seul. Et puis, dans la Team Academy, la solitude, c'est quelque chose qui est cassé et qui est très intéressant. Alors, pour ce faire, elle se base sur les théories de l'interactivité, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est bien de les positionner. Dans cette massification qu'on vit actuellement de l'enseignement supérieur, on a oublié un élément important chez nos étudiants, c'est que ça reste des êtres humains. Et puis, Homo sapiens sapiens, semblerait-il, est un animal social. Donc, il a besoin de travailler en groupe, il va rechercher ces éléments. Et c'est encore plus flagrant aujourd'hui, en cette période de pandémie, où le besoin du travail en groupe, le besoin de se retrouver est très, très marqué, on le voit actuellement. Donc, il y a des normes sociales, des règles et des rôles qui sont importants. Ces éléments, on les connaît bien. Et ce qu'on voit, surtout dans les Team Academy, c'est que les règles et les rôles sont excessivement précises. Ça devient des guides qui permettent justement l'apprentissage. Donc, on a assumé pleinement cette capacité humaine, ce comportement humain de travailler en groupe, mais en connaissant des règles et en établissant très clairement les rôles de chacune des personnes. L'interactivité, elle est aussi organisée. On sait qu'on doit travailler en groupe, on sait comment est-ce qu'on travaille, on sait qui est responsable de quoi, ce qui fait que l'interactivité fonctionne bien dans ce genre de situation. Les formes sociales de travail aussi sont bien établies. Alors, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en didactique, les formes sociales de travail, qui vont d'une activité d'apprentissage qui est plutôt magistrale vers quelque chose qui est un travail soit en groupe, soit en individuel. Et vous voyez différentes façons de le faire. Soit c'est ce truc classique qu'on fait maintenant, c'est moi qui prends le lead et puis c'est moi qui déverse le savoir en espérant que vous soyez correctement arrosé à ce moment-là. C'est une activité magistrale, ça fonctionne relativement bien. Après, on peut travailler sur des activités en pair, enseignant-étudiant ou étudiant-étudiant, et puis aussi générer des travaux de groupe ou des travaux de sous-groupe. Et c'est quelque chose qui est effectivement complètement assumé dans la TA en enlevant la partie magistrale pour aller véritablement sur une activité de groupe ou des activités individuelles en fonction des objectifs que se fixent les étudiants. Autre chose qui est intéressante pour nous, c'est de se poser la question quels seraient les gabarits d'enseignement qui sont intéressants. Alors c'est un travail que nous avons fourni avec l'INA Forest.
L'idée, c'est qu'il y a quelques concepts qu'on connaît bien aujourd'hui, soit en didactique, soit en psychologie, qui peuvent nous aider à travailler correctement ou favoriser l'apprentissage de nos étudiants dans notre activité d'enseignant. Ben, un gabarit serait la mémoire. La mémoire humaine a une structure, une fonction et puis une manière de fonctionner qui est assez bien détaillée aujourd'hui et on peut jouer là-dessus. On peut jouer sur la façon d'encoder l'information, de stocker l'information et puis de restituer également cette information. On peut jouer sur les piliers de l'apprentissage que nous a soufflé Stanislas Dehaene, par exemple, de se dire que l'attention, les phénomènes attentionnels sont quelque chose de très important. Toujours faire attention à la cécité inattentionnelle, quelque chose qui est très très important. On dit les choses, ils n'entendent pas, c'est un grand classique. On sait aussi qu'il faut mettre les gens en action. Plus on met les gens en action, plus ils apprennent. La notion de feedback est quelque chose de fondamental dans l'apprentissage. Je vous rappelle que quand vous avez appris à faire du vélo, certainement que vous avez eu un feedback assez fidèle, à la fois du goudron et du vélo, qui vous disait quand ça n'allait pas. Et puis, vous avez pu corriger en fonction de ces feedbacks-là, par exemple. Et puis, un travail de consolidation. Aujourd'hui, on sait que l'esprit humain a besoin de testing. En fait, on doit consolider notre apprentissage au travers d'un test. On doit sans arrêt tester les choses pour que ça reste véritablement dans l'esprit. La richesse de l'environnement est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre l'apprenant et l'environnement qu'on va lui proposer. Et là, plus l'environnement est riche, plus il va favoriser ce qu'on appelle un conflit cognitif qui va permettre justement un apprentissage. Quand l'environnement il est le plus proche possible, où il est véritablement un environnement de travail, un environnement professionnel, eh ben, ça paraît évident qu'il est riche, qui permet de l'émergence de conflits et effectivement de l'apprentissage. La perception directe, c'est aussi quelque chose qui est important. Cet environnement, en fait, il est tout de suite décodé par l'étudiant. Il n'a pas véritablement besoin d'une monstre computation cérébrale pour aller rechercher des choses qu'il va pouvoir faire. Suivant ce qu'on lui donne à disposition comme matériel, en fonction de ses connaissances et de ses compétences, tout de suite, il va avoir des possibilités d'activité avec l'outil. Si vous donnez un stylo feutre, par exemple, à un artiste, peut-être qu'il va faire un dessin et puis il va vous produire quelque chose d'intéressant. Pour celles et ceux qui ont eu des enfants, quand ils sont en bas âge, en règle générale, vous ne leur donnez pas des stylos feutres parce qu'ensuite, vous retrouvez votre enfant non pas en train de produire un dessin, mais en train de gribouiller sur les murs, sur une feuille au mieux, et puis ça peut aussi être sur lui, ou même il peut le manger. Donc l'outil ne lui donne pas directement des possibilités, ou les possibilités qu'il lui propose ne sont pas celles qui sont attendues. Et c'est directement contenu dans l'environnement. Et cette information, elle est très très importante. Bien souvent, on peut être à côté de la plaque dans notre enseignement par rapport à cette notion de perception directe. Là, l'environnement qu'on propose dans une Team Academy, c'est un environnement professionnel, c'est la réalité ou c'est le plus proche possible de la réalité. Donc les retours ou ces perceptions sont directement professionnels. Une autre façon de voir les choses, par exemple, en soins infirmiers, il y a certains professionnels, je pense les gens qui travaillent au bloc opératoire, quand on leur propose sur un plateau une série d'outils, alors pour moi, je vais juste voir un plateau, je vais voir peut-être un linge vert, un drap vert, et puis une série d'outils dont je ne connais pas le nom. Un professionnel, un chirurgien, quand il voit ça, il peut tout de suite vous dire le nom de l'opération. Il sait exactement ce qui va se passer parce que sur le plateau est déjà compris directement la suite logique de ce qui va se passer ou la suite attendue de ce qui va se passer. Et ça, c'est le fruit d'une expertise et ça devient tout à coup des possibilités ou des invites, si vous voulez, ou même le terme anglais, des affordances, pour reprendre le terme direct de Gibson.
La pratique réflexive, c'est quelque chose de fondamental. On doit pratiquer, on doit faire des erreurs, on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça, prendre conscience de ces erreurs, prendre conscience de ces incompétences, c'est quelque chose de fondamental. Plus on est proche du milieu professionnel, plus nos incompétences apparaissent ou deviennent flagrantes. L'incompétence ne me dérange pas personnellement tant qu'elle n'est pas inconnue. Quelqu'un qui est incompétent et qui ne se rend pas compte qu'il est incompétent, il est dangereux. Par contre, quelqu'un qui est incompétent conscient, contrairement à l'incompétent inconscient, ben, cette prise de conscience va lui permettre d'aller rechercher de l'information et de devenir connaissant, puis compétent par la suite. Plus on est proche, une fois de plus, de quelque chose ou d'une activité professionnelle, plus il y a des chances que ça puisse apparaître, pour autant qu'on favorise justement cette pratique réflexive. Et pas oublier un dernier gabarit que je trouve très intéressant, qui est souvent pas utilisé dans l'enseignement supérieur, celui du système didactique. On connaît le savoir, l'enseignant et l'apprenant. On voit ça souvent sous le volet de Houssay, où on ne peut pas travailler ensemble, alors que le système didactique dit ces trois éléments existent et coexistent en même temps et tout le temps. Même l'absence d'un de ces éléments, ben, c'est bien le fait qu'il soit là. L'absence est une forme de présence, on va dire ça comme ça. Donc on est tout le temps en interactivité avec, dans un système, en interactivité avec ces trois éléments qui forment le milieu. Donc la création du milieu dans la Team Academy est quelque chose de très intéressant parce qu'il se base sur quelque chose de professionnel, sur un développement professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il y a absence d'enseignants, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de savoir, mais c'est une organisation qui est différente, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est quelques éléments qu'on voulait vous amener tant sur l'alternance que sur l'interactivité et l'apprentissage qui est fourni ou qui est possible dans les Team Academy. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de reprendre vos notes, si vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas pris de notes, je vais vous mettre dans le commentaire, si il veut bien, si j'y arrive. Je vais vous mettre nos diapositives, que vous puissiez les relire. J'y arrive pas, évidemment. Alors, j'arriverai pas à vous les partager. Reprenez vos notes, reprenez ce qu'on a dit et posez-vous la question de qu'est-ce qui serait transposable dans votre pratique enseignante. Et puis, d'un point de vue facile, et qu'est-ce que je peux tout de suite embarquer et qu'est-ce que je pourrais mettre directement, qu'est-ce qui serait plus difficilement transposable dans tout ce qu'on vous a dit avec Catherine. Je vous laisse 2 minutes pour reprendre, relire vos notes, réfléchir, de sorte qu'on puisse ouvrir la discussion. Ça vous va comme ça, c'est assez clair? Très bien. Et pendant ces 2 minutes, tu peux peut-être m'envoyer ton PowerPoint que je le mette dans la discussion. Exactement.
Ok, très bien. Après ces quelques apports, qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que ça vous donne comme piste? Sébastien. Ce que j'aime bien, ce que je perçois et que j'aime bien dans le modèle, tu as raison, c'est que ça déplace certaines lignes de démarcation. C'est vrai que dans nos vieux modèles, on opposait théorie et pratique. Puis finalement, les périodes de stage, ça servait à faire l'alternance théorie-pratique. Sauf que cette ligne de démarcation-là, elle est un peu idiote dans le sens où il y a de l'agir dans nos formations et il y a des savoirs dans la théorie, en particulier les savoirs expérientiels. Donc, c'est pas une bonne ligne de démarcation. Mais il y en a une quand même, et c'est ce que je trouve fort dans la Team Academy, c'est que la ligne de démarcation, elle se trouve entre formation et production, où finalement les terrains professionnels cherchent à avoir un opérateur dans un poste particulier, alors que la formation, elle, va chercher à avoir un professionnel dans un esprit métier, dans une multiplicité de postes. Puis là, du coup, dans la Team Academy, on essaie de réconcilier ces deux aspects-là. Quand on a de la formation dans une entreprise, on cherche à former le programme qu'on va utiliser ici et maintenant. En formation, on va être toujours sur des choses plutôt universelles. Donc l'un est absurde par rapport à l'autre si on les caricature, mais là on essaie de réconcilier, ça je trouve bien. Donc quand on dit qu'est-ce qui est transposable, c'est pas dans le fait de réconcilier théorie et pratique, on le fait déjà dans la pédagogie active, mais c'est vraiment de réconcilier le futur professionnel dans un appareil de production avec quelqu'un qui est en formation et qui cherche quand même à élargir ses horizons de connaissances. Et ça, c'est cool. Très bien, merci. Jean-Pierre. Alors moi, je vais prendre un petit peu à l'envers, je vais vous retourner la question. À savoir, je vais faire part d'une expérience d'enseignement que j'ai inspirée de Team Academy, et puis pour voir comment ça rentre dans les gabarits ou pas, si ça vous va. Oui. Donc, le contexte en une minute, donc j'ai un cours de leadership et communication obligatoire pour tous les informaticiens. Donc déjà, c'est dans le cadre d'un cours de gestion de projet, donc c'est déjà quelque chose d'un petit peu marginal. Et ce que j'ai essayé de faire, plutôt que de quelque part leur balancer à tout le monde certaines choses autour de l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, de la CNV ou des pratiques réflexives, j'ai en fait identifié une vingtaine de soft skills et je les ai décrites en différents niveaux. Et puis les étudiants, au début, doivent se positionner par rapport à ça. Puis ensuite, ils doivent en choisir une de manière complètement individuelle qui vont travailler durant le semestre pour essayer de monter en compétences. Et puis, à la fin, quelque part, et puis au milieu aussi, de temps en temps, il y a des échanges qui se font, mais ils doivent partager en fait leur apprentissage qu'ils ont fait aux autres pour que le collectif soit nourri aussi de l'expérience de chacun et de chacune. Mais pour moi, ça me permettait un élément fondamental, c'est que chacun aborde une soft skill dont il a besoin. Il y a un accompagnement que je fais pour déterminer le besoin, etc. Et puis, ben, inévitablement, au besoin, j'y ramène certaines choses en termes d'intelligence émotionnelle ou autre, mais c'est au besoin. Donc, je me suis pas mal inspiré de ces pratiques, quelque part, qui sont en cours au niveau de la Business Team Academy. Et c'est très adapté pour, ici, un type de savoir qui n'est pas indispensable. Je ne dois pas donner le même savoir à tout le monde. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils aient appris quelque chose sur eux-mêmes, qui leur soit utile dans leur bagage, et puis qu'ils expérimentent la pratique réflexive, mais sur eux et pas sur un cas qui leur est étranger. Voilà, je vous retourne le truc. Maintenant, comment tu fais rentrer ça? Comment vous faites rentrer ça un petit peu dans le modèle? J'ai touché quelques éléments du gabarit, pas tous, inévitablement. Non, mais je pense que, enfin, si je peux me permettre par rapport au gabarit, puisque c'est plus mon truc, tu es dans une situation la plus authentique possible, eu égard à la situation. C'est authentique parce que c'est leurs besoins et puis c'est eux qui vont déterminer leurs besoins. Dans ce sens-là, ça crée une expérience qui est intéressante. Et puis, tu joues sur la pratique réflexive. Je pense que l'expérience d'apprentissage, elle est intéressante à cet endroit-là, pour ces raisons-là, entre autres. Oui,
Et si je peux rajouter aussi quelque chose, ce qui est super intéressant, c'est qu'on parle là de la temporalité en fait de l'étudiant, en disant quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous identifiez, et puis c'est ce tempo-là qui va s'inscrire dans la temporalité plus large. Et le fait aussi d'éveiller le groupe pour discuter en fait des expériences, pour présenter aussi ce qui est relevant ou pas, est super intéressant. Parce que ça donne aussi une rythmique qui s'inscrit dans un système de formation sur moyen long terme. Il y avait Pierre qui avait une question qui a... Oui, volontiers. Déjà, merci pour la présentation. Moi, je croyais que les ingénieurs ont été tellement éloignés de Team Academy. Et au fond, on a beaucoup d'éléments qui nous rapprochent. Donc, j'ai le bon espoir qu'on avance dans la bonne direction. Ceci étant dit, j'ai juste une question. Au fond, un élément qui a peut-être peu abordé, puis c'est peut-être je suis peut-être un petit peu en marge de ceci. Au fond, on sait très bien que dans un cursus de formation, on doit atteindre des objectifs, hein, ça c'est clair. Par contre, on sait aussi très bien que les étudiants ont des besoins divers. Donc, le chemin pour arriver aux compétences qu'ils doivent avoir, qui sont fixées par les objectifs de formation, peuvent être différents d'une personne à l'autre. Et là, l'avantage peut-être qu'on a dans les nouvelles formes d'apprentissage, on peut s'adapter à chaque personnalité. Ma question étant la suivante, ce que je vois en tout cas pas, en tout cas pour l'heure, c'est comment on fait l'évaluation de l'atteinte de ces compétences, sachant que les chemins sont différents pour y arriver. Et peut-être là me questionne, si on veut, sur l'évolution de travailler en groupe, parce qu'évidemment, quand on parle de Team Academy, on travaille aussi, bien sûr, il y a des aspects personnels, mais parce qu'on a des besoins différents et parce qu'on a des prérequis ou des acquis préalables différents, le chemin est différent, mais après, souvent, dans le travail en team, on constate que c'est l'évaluation. Et dans les discussions que j'ai eues avec Bertium à l'époque, des plans d'études cadres, insiste aussi sur comment on évalue les compétences acquises par des chemins différents. Et ça, c'est peut-être un élément de questionnement. Peut-être ce n'est pas la réponse à donner maintenant, mais si vous avez des pistes et pour une prochaine discussion, je suis évidemment preneur. Mais voilà. Et puis pour l'alternance intégrative, la limite, nous on travaille là-dessus effectivement parce que ça me semble très important. La limite fait que malheureusement, on a des équipements qui peuvent pas toujours être mis et l'enseignement et l'équipement au même endroit, ce qui fait qu'on a une alternance intégrative qui est assez poussée maintenant parce que l'acquisition du savoir-faire passe aussi par le geste qu'on apprend. Et la mémoire à long terme, elle est alimentée par le geste. Hein. La mémoire à court terme, c'est une chose, la mémoire à long terme par le geste. Et en ce sens-là, on s'en rapproche, mais au niveau de l'ingénierie, on est un petit peu limité dans le fait qu'on n'est pas toujours dans le même lieu, même si aujourd'hui, les professeurs doivent régler la complexité qu'est la formation entre le savoir et le savoir-faire, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des semaines différentes en termes de localisation là-dessus. Mais ça, c'est un élément qui limite peut-être l'ingénierie, et sur lesquels on y travaille actuellement. Voilà. Donc la question, je l'ai posée, et puis je vous écoute. Merci pour l'attention. J'aimerais déjà vous rassurer dans le sens où, toutes et tous, en fait, j'ai l'impression qu'en pédagogie, alors attention, je vais me prendre une volée de bois vert, mais j'ai l'habitude, j'ai le dos solide. Il n'y a pas beaucoup de choses qui soient véritablement novatrices en pédagogie. Ça enlève aussi un petit peu la pression qu'on pourrait avoir par rapport à l'évaluation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être là. Mais juste qu'on soit conscient d'un truc, on n'a pas attendu qu'il y ait des universités puis des écoles d'ingénieurs pour construire des gros trucs, que ce soit les pyramides ou que ce soit les cathédrales. Il n'y avait pas d'ingénieurs à l'époque. En tout cas, il n'y avait pas d'école d'ingénieurs, il n'y avait pas d'université.
Puis ça explique peut-être pourquoi c'est toujours debout ces machins. Non, ça c'était juste pour la joke. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on travaille beaucoup sur le compagnonnage et je trouve que la Team Academy, par exemple, il y a cette notion de compagnonnage. On n'appelle pas ça compagnonnage, on appelle ça coach. Et puis ça marche très bien, ça marchait bien au Moyen-Âge. Il n'y a pas lieu que ça ne marche pas aujourd'hui. J'ai l'impression aujourd'hui, dans la massification des études, depuis l'université Humboldtienne, des années 1830, il y a eu un emballement comment dire, en biologie, on parlerait d'un emballement génétique. C'est la queue du paon. On a un truc magnifique, une belle queue, vous savez, la queue du paon, cet énorme truc, qui, objectivement, Darwin, quand il voyait ça, disait « ça sert à rien, on ne comprend pas à quoi ça sert ». C'est un emballement génétique. Hein, la pauvre bête va dépenser 50% de son énergie pour faire un truc qui va augmenter son risque de prédation. Donc là aussi, dans nos écoles, on a créé des espèces de machins qui sont gigantesques par rapport à nos étudiants qui sont dans une massification, c'est-à-dire on en a beaucoup, et puis on fait toujours les mêmes choses. Et dans la Team Academy, et c'est là où je peux laisser les responsables des Team Academy parler de l'évaluation, ils ont reposé le concept de l'évaluation, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais ils ont trouvé des solutions qui sont basées, actées sur les compétences et bien sûr des référentiels de compétences et des bilans de compétences intermédiaires. Et là, on est dans quelque chose qui est très joli et qui est très intéressant. Mais je pense que c'est mieux que ce soit avec quelqu'un d'une Team Academy qui en parle. Il n'y a personne qui ose sortir du bois. Mais en fait, c'est le sujet du prochain Café Pédago, non? On ne veut pas défricher, en fait, c'est ça. Donc, on ne va pas défricher. Mais Pierre, oui, c'est quelque chose qui est évidemment qui est central, quoi, mais qui est cohérent. C'est la cohérence, en fait, là derrière, qui est fondamentale. Oui, alors, c'est en ce sens-là que je posais, puisque, disons, beaucoup de choses qui ont été présentées, en tout cas, j'ai l'impression que ça me parle, et évidemment, je dois progresser et sur lesquels je suis d'accord avec toi. Le compagnonnage, pour moi, qui était un élément important, je rappelle quand même que c'était un compagnonnage souvent individuel, hein, quand on veut faire des salles de classe à 80, 90, 100 personnes. Voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis opposé à ces grandes choses. On se rapproche trop des écoles polytechniques et ça me dérange fondamentalement, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Par contre, effectivement, alors, puisque c'est le prochain élément du café pédagogique, je serai attentif et je serai présent avec plaisir. Donc, merci pour la réponse. Et puis, bien sûr, je veux être conscient qu'on n'est pas dans une logique du passé, on est dans la logique d'avenir. Et l'avenir est pour moi une approche différenciée, mais ça reste quand même que dans certains domaines où on doit faire l'alternance entre qualitatif et quantitatif, j'ai pour difficulté dans le domaine où je suis, c'est que le qualitatif reste très fortement marqué, mais le quantitatif, c'est ce que se mesure. On mesure des angstroms, des millimètres, des nanosecondes, des ppm, etc. Et là, le référentiel de compétences et de connaissances nécessaires, il se retrouve aussi influencé par rapport à ça. Voilà, ça reste quand même qu'on évolue. Vous avez entendu cette belle sonnerie du campus. Je reçois des mails tous les jours à cause de ça, mais c'est un détail. J'arrête avec mon commentaire. Merci en tout cas pour les réponses. Merci beaucoup. Sarah, tu voulais interagir. Oui, je voulais juste revenir sur la slide sur la modélisation de l'alternance, que je trouve assez intéressante, surtout dans les différences entre la Team Academy, soins infirmiers et management. Et je me demandais s'il n'y avait pas un élément lié à l'environnement de travail. Sébastien et moi, on a été sollicités pour des labos en travail social et du coup, on s'est posé un certain nombre de questions sur l'environnement spécifique en travail social. Alors, rien à voir avec le soin infirmier, mais il me semble qu'un environnement de travail de gestion, il est peut-être plus facile de le transposer hors d'un lieu spécifique.
Alors que celui des soins infirmiers, il est souvent et fortement lié à un lieu spécifique, qui peut être un lieu hospitalier ou un lieu de soins. Donc, je me demandais si cette différence en termes d'alternance, elle pouvait avoir pour explication l'environnement de travail réel. Catherine, tu veux? Oui. Oui, volontiers. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Sabine aussi, qui est ici derrière l'écran, hein. Et en effet, l'espace, le lieu de mise en œuvre en fait, de la pratique joue un rôle très important. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans deux espaces très différents, parce que ces espaces sont différents. Enfin, on ne peut pas l'amener, ce milieu de la pratique, on peut l'amener en faisant semblant. On va le montrer tout à l'heure avec les différentes propositions qu'on veut vous faire pour clore la discussion. Mais ce qui est intéressant ici de thématiser, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer cet espace gris entre les deux, cet espace où on va prendre l'expérience comme génératrice de liens théorie-pratique. Et pour le faire, c'est en collaborant. Donc les personnes qui sont garantes du milieu pédagogique et celles qui sont, enfin, académiques et celles qui sont responsables ou garantes de cet espace plus pratique, en collaborant ensemble, en définissant ensemble les attentes communes, en posant un regard aussi d'évaluateur sur les productions de la personne en formation, on peut rejoindre en fait ces deux espaces. Et il y a aussi cette notion de temporalité. On parlait de temps hein, tout à l'heure. Plus ces espaces-temps seront filés, où les stages, où le milieu de la pratique sera régulier, et les échos dans le milieu institutionnel pourront se faire plus régulièrement, eh bien, ça va être garant aussi d'un lien plus fort et plus visible. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet équilibre à trouver entre collaboration, communication et puis temps qui se mélange pour donner cette impression de cohérence. Merci. Je ne sais pas si Sabine, tu veux rajouter quelque chose, puisqu'on était ensemble hein, dans la conception de ces schémas. Oui, peut-être juste 2-3 petits mots, mais il me semble que c'est bien résumé. En tout cas, merci pour votre présentation. Donc, effectivement, la Team Academy, mais aussi en gestion, j'ai vu Antoine, il est là aussi. Donc, il s'agit non seulement d'approcher ces deux contextes de formation où au milieu, il y a quand même l'étudiant qui fait le pont, mais il y a aussi les outils intégrateurs qu'on a vus, comme le Portfolium, comme le projet, etc., qui s'inscrit justement dans cet espace de temps qui est un peu modifié par rapport à un cursus classique, étant donné qu'on a Team Academy, il y a une construction du parcours de formation qui est filée, où dans la même semaine, il y a à la fois la formation pratique, des journées réservées pour le projet, mais aussi des approches qui sont liées à une approche plus théorique et donc académique. Donc on voit donc ce mélange qui est fortement présent pour essayer vraiment de rassembler ces deux parties, ces deux contextes de formation. Antoine, je ne sais pas, et Dominique aussi, donc c'est vous les deux chefs oui. aussi des Team Academy. Oui, pour la gestion, je peux confirmer que pour moi, c'est plus la temporalité qui fait que les deux cercles sont en synchronicité. Parce qu'à la fin, le lieu physique, c'est clair, il est toujours important, et même dans un contexte de gestion, si on est en entreprise ou si on est à Sierre dans les locaux de la Team Academy, ce ne sera pas forcément la même chose. Mais je crois que les deux cercles, c'est vraiment cette synchronicité dans le déroulement. Comme je crois que c'est Hervé qui l'a dit au début, la juxtaposition, on fait la théorie, on fait la pratique. Et de mettre les deux cercles ensemble, c'est en permanence dans le temps. Il y a tout le temps cette réflexion pratico-théorique qui se déroule de façon synchrone. Et les deux cercles, pour moi, je les vois plus au niveau de la temporalité que de l'espace. Et on a vu en plus avec la pandémie là, que tout d'un coup, l'espace ils disparaissent parce qu'on ne peut plus aller dans les hôpitaux, on ne peut plus aller... voilà, on est tous chez soi dans un espace virtuel. Donc, ouais, c'est plus la temporalité pour moi, la question de la juxtaposition des temps où cette synchronicité
qu'on demande à l'apprenant et aussi, comme l'a dit aussi Hervé, au système didactique. Et pour moi, j'insiste sur cette vision systémique. Hein. Dans un système, cette interactivité, elle est permanente. Donc, c'est fluide. Il n'y a pas des temps voilà, où on dit voilà, maintenant c'est ça, on juxtapose. Donc le système, il interagit. Tout d'un coup, c'est un milieu professionnel qui va donner une impulsion, qui va créer une réaction chez le professeur, qui va créer une réaction chez l'apprenant et vice-versa. Donc cette interdépendance systémique, ce qui est propre à la systémique, cette interdépendance entre les acteurs, c'est là que je vois la juxtaposition des deux cercles, la temporalité et la systémique, plus que le lieu. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait Dominique, justement, qui voulait réagir. Oui, alors je me permettrai de compléter ou tout simplement de rebondir déjà à la première question qui est celle de les facilités et les juxtapositions possibles. Je dirais que pour l'instant, ça reste pour moi quelque chose qui est assez complexe quand même dans le milieu des soins, cette Team Academy. Et dans cette juxtaposition de ces deux cercles, la complexité, elle se porte essentiellement sur la collaboration et la communication de ce modèle qui, pour l'heure, dans les milieux de soins, quels qu'ils soient, hein, que ce soit l'ambulatoire, le domicile est un peu plus ouvert à cette approche-là, mais le milieu hospitalier est très, très réfractaire à travailler beaucoup plus sur des compétences qu'on va dire mixtes, même si nous avons des documents qui comportent toutes les compétences que nous travaillons ici, donc des documents de compétences professionnelles qui sont mobilisés sur les milieux de stage, on se rend compte que ça reste encore très, très frileux. Donc, pour notre part, pour la NTA, malgré aussi les outils intégrateurs que nommait Sabine précédemment, rejoindre ces deux espaces, ils vont être certainement assez longs à faire par rapport à, je dirais, quelque peu, et c'est nous qui allons devoir travailler énormément là-dessus, la compréhension de ce modèle comme une approche de compétences qui pourrait rendre durable, et je reviens toujours sur ce mot, Antoine va peut-être me dire quoi encore durable, mais rendre durable notre métier, je le redis, notre métier de soins infirmiers, que ce soit les étudiants ou que ce soit les professionnels, et hier encore j'étais en service, mes collègues m'en reparlaient, la durabilité métier est catastrophique chez nous aujourd'hui, encore pire avec cet état de crise. Et je me disais, il faut qu'on essaye, nous, dans notre team, de retravailler l'environnement, parce que notre environnement est un environnement qui ne correspond pas à la réalité. Après, quelles sont les réalités des soins infirmiers? Est-ce que ce sont les réalités du domicile, de l'ambulatoire, de l'hospitalier? C'est aussi à redéfinir. On a mis en place beaucoup de simulations avec des mannequins, simulations avec des acteurs, mais c'est pas si simple aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir une juxtaposition de ces deux cercles. Ça va être certainement assez long. Voilà, c'est surtout pour moi la collaboration, la communication avec nos collègues du milieu qu'il va falloir travailler très fortement. Très bien, merci beaucoup. Je précise juste 2-3 éléments. Durabilité, c'est durabilité dans la profession, mais ce n'est pas durabilité de la compétence, d'accord? C'est juste, j'ai bien compris? Oui, ce que je veux dire, c'est quelles sont les compétences qui vont me permettre, en tant qu'apprenant infirmier, à devenir un professionnel de longue durée. C'est dans ce sens-là. Et le rester, c'est-à-dire rester apprenant jusqu'au bachelor, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours de formation, en sachant qu'il ne faut pas le nier, les étudiants en bachelor soins infirmiers, qui est la seule filière non régulée avec les TRM, vous le savez, sont des étudiants qui sont souvent en deuxième voire troisième choix. Donc, dans la Team Academy, on peut dire qu'on attire plus des gens motivés d'un compagnonnage ou d'une proximité. C'est un peu ce qui leur a fait choisir la Team Academy. Mais on pourrait dire que par le biais d'une Team Academy, on a peut-être une compétence motivation qui serait peut-être là un peu plus fortement que dans le parcours actuel classique où nous retrouvons des étudiants qui sont deuxième, voire troisième, voire quatrième choix dans leur avenir professionnel. D'où cette notion de comment rendre attractif. Moi, c'est ça aussi,
par cette approche, comment rendre attractif ce jeune apprenant. Autre élément. La notion, par contre, je dirais, d'interactivité, elle se joue assez bien. Et puis, la notion aussi, et c'est vrai ce que vous dites, qu'on refait sans cesse les approches pédagogiques, parce que l'alternance intégrative, depuis la nuit des temps dans les soins infirmiers, comme dans le domaine social, en tout cas dans les domaines que je connais, a toujours existé. On a toujours eu beaucoup à la fois même plus fortement qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait autant de temps de stage que de temps d'enseignement, et puis que nous allions faire des enseignements cliniques dans les milieux de soins. C'était très fort, cette alternance intégrative, certainement plus qu'elle ne l'est depuis quelques années. Voilà, je me tais. Merci beaucoup. On vous propose quand même rapidement, on avait eu quelques propositions pour l'avenir, ou quelques propositions pour vous, et je vais laisser Catherine vous les faire, si ça va. Oui, oui. Je voulais revenir sur cet aspect de juxtaposition des cercles. Je ne suis pas sûre qu'il faille les juxtaposer comme dans nos schémas forcément partout, parce que les juxtapositions, on l'a vu, hein, des lieux ne sont pas possibles. En revanche, lier théorie et pratique, donner du sens dans cet espace gris et dans cette temporalité, parce qu'on peut le faire en accélérant en fait l'implication dans un espace ou dans un autre. Ça, on peut tous le faire dans nos enseignements, je pense. Et là, on propose avec Hervé plusieurs petites choses pour donner du sens et lier théorie pratique dans nos enseignements, quels qu'ils soient et dans quelque filière que ce soit, avec différentes propositions pour reprendre aussi des choses qui ont été dites, hein, notamment le faire semblant, faire comme si on était dans la vraie vie ou en train de monter une entreprise ou en train de donner un soin, etc. C'est des choses que l'on fait. Ou en train de donner un cours pour nous dans les cours HEP. Construire aussi un projet dans le lieu de l'institution pour après le mettre en œuvre dans l'espace plus pratique, ou à nouveau le mettre à l'épreuve du regard des pairs, avoir ces évaluations authentiques qui impliquent aussi différents acteurs du terrain ou de l'institution, amener des études de cas, donc de proposer des exemples issus de la pratique et de les discuter en milieu académique, de pouvoir les détricoter, de pouvoir les éclairer aussi avec des ancrages théoriques, d'apporter, ces études de cas peuvent se faire aussi sur des traces vidéo, des éléments filmés qui vont être à nouveau discutés, analysés plus finement et comparés avec des savoirs plus expérientiels ou plus théoriques. Des jeux de rôle, ça ressemble un petit peu au faire semblant, mais aussi apporter des expériences professionnelles, personnelles ou rapportées, donc relatées, des expériences personnelles. Et puis là, on a encore 3 petits points qui peuvent se succéder et se compléter selon les filières et selon vos expériences. Sébastien, tu avais un commentaire avant qu'on puisse clore la séance. J'aime beaucoup ton commentaire sans... Pardon, désolé. Ouais, c'était pour rebondir sur 2 choses. D'une part, dans la discussion, Fabien disait, ouais, mais finalement, est-ce que les cursus en emploi ne seraient pas les plus pertinents pour développer un métier? C'est vrai que nous, du côté des IS, on croit pas mal à ça, parce que qu'on soit en emploi ou avec activité professionnelle ou avec stage, ils sont 3 jours sur le terrain et 2 jours à l'école toute l'année. Donc il y a là, quand on parle de lieu et de fréquence, fréquenter les espaces professionnels, on vise à ça. Puis aussi sur ces questions-là, ce que vous êtes en train de présenter en tant que proposition, c'est intéressant. On avait aussi des projets, jusqu'à récemment, c'était l'éducation de l'enfance qui faisait l'espace d'accueil à la Foire du Valais. Donc là, c'est comment on arrive aussi, avec des cours de gestion de projet, de conception, de les ancrer dans une réalité de production, pour dire des choses comme ça, avec un service et un produit qui est attendu par des consommateurs ou par une institution. Ça peut être même,
on a un enseignant chez nous qui donnait le cours marionnette. Ça peut avoir l'air tout comme ça. Enfin, voilà, il y a technique d'animation, le jeu, tout ça. Et après, la finalité, c'est que les étudiants produisent un spectacle et qui ensuite aillent le jouer dans des crèches. Donc, ils étaient attendus en tant qu'activité animation dans une crèche. Donc, si on arrive à faire le lien entre les enseignements et comment ils s'ancrent, comment ils se matérialisent ou comment ils sont attendus en tant que produits dans un lieu, c'est assez intéressant aussi. Merci beaucoup. Évidemment, je vous remercie pour vos commentaires. On aurait encore plein de choses à vous dire. On en redira lundi prochain au Midi de la Recherche de la HEP Valais, où on poursuivra le travail qui a été initié aujourd'hui, cette fois-ci avec plutôt des données de collecte et le traitement de nos données. On se réjouit de vous retrouver à cet endroit-là, à cet endroit ou à un autre moment. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Je te cède la parole, Nathalie, puisque c'est toi qui as ouvert la séance. Alors, merci Hervé. Donc, ça ne nous a pas étonné, mais tu as fait un petit peu plus long que l'horaire prévu. Merci d'être resté à ce café pédagogique. Vous allez le retrouver, comme tous les autres cafés d'ailleurs, sur notre site hvs.ch/cpp. Et puis, nous, on en a encore un de prévu, mais je ne sais plus quand. Mais il est agendé. On vous enverra un gentil petit mail. Moi, je profite quand même de votre intérêt pour la pédagogie et de vos présences pour rappeler à tous ceux qui font partie de la HESSO qu'il y a l'appel à projet de la HESSO, le 8e appel à projet qui va être lancé avec un montant de l'ordre de 100 000 francs et quelques chèques projets, on les appelle comme ça en Valais, mais de la HESSO, c'est plutôt le guichet virtuel permanent, je crois qu'ils l'appellent comme ça, qui vous incite aussi à déposer des projets pour vos projets d'innovation pédagogique de plus petite envergure, mais qui vous permettent en fait de poser en fait des réflexions par écrit, parfois de les amener en conférence et surtout de faire une pratique réflexive qui est si chère à Hervé. Voilà. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Hervé pour votre présence et vos partages et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger. Merci beaucoup à vous. Et puis au plaisir de vous revoir dans un futur café pédagogique. Avec grand plaisir. On espère en présence prochainement aussi.